Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Le village de Hompe, blotti au cœur du vignoble du Minervois, est traversé depuis le XVe siècle par le canal du Midi. Situé à 40 km de Béziers et 130 km de Toulouse, Hompe est en importance le troisième port de plaisance du canal. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. L'idée de joindre par l'eau l'Atlantique à la Méditerranée ne date pas d'aujourd'hui. Les Romains, Charlemagne, Charles IX et Henri IV y ont pensé en leur temps. Le projet réapparaît en mai 1618. Sous la houlette du duc de Montmorency, Bernard d'Arnbas le présente au Conseil des Trente, l'autorité régionale siégeant en la ville de Béziers. Parmi les sages consultés sur le bien-fondé de l'entreprise figure un certain François-Guillaume Riquet, riche homme d'affaires. Les notables rejettent le projet et vont même jusqu'à interdire que l'on se penche à nouveau sur celui-ci qu'ils jugent néfaste. Le fils de Guillaume Riquet écoute avec attention son père expliquer pourquoi ce canal est une folie et se prend d'une passion subite pour ce projet que personne ne désire. Cet homme s'appelle Pierre-Paul Riquet. Il naît à Béziers en 1604 dans une famille d'origine italienne, poursuit ses études au collège jésuite de Béziers où il manifeste un grand intérêt et une aptitude naturelle pour les sciences et les mathématiques. À 19 ans, on le marie à Catherine de Millau, fille d'une riche famille biterroise. En 1630, Riquet est nommé contrôleur des gabelles en Languedoc et deviendra par la suite fermier général. À 50 ans, à un âge où il aurait pu aspirer à une retraite paisible, Riquet se passionne pour le grand projet qui le rendra célèbre. Après 8 années d'études et de réflexion, en 1662, il écrit à Colbert, ministre de Louis XIV, pour lui soumettre son projet. Colbert est séduit et nomme en 1663 une commission royale chargée de vérifier le bien-fondé des propositions de Riquet. L'affaire traînera pendant une année encore et en 1666, Louis XIV publie l'édit annonçant la construction du canal entre les deux mers. Le chantier démarrera en janvier 1667 et durera pendant 14 dures années. Le canal du Midi est le plus ancien canal d'Europe encore en fonctionnement.
Il s'étire de l'étang de Thau près de Sète à Toulouse sur la Garonne, permettant ainsi la liaison entre l'Atlantique et la Méditerranée. Le canal du Midi comporte des ouvrages remarquables qui lui confèrent un intérêt patrimonial exceptionnel. L'UNESCO a en effet décidé de le classer en 1996 parmi les 469 sites du patrimoine mondial de l'humanité. Quand s'engage enfin la construction du canal, Pierre-Paul Riquet a 57 ans. C'est pourtant cet homme âgé pour l'époque, mais formidablement alerte, ne possédant aucun titre d'ingénieur, qui va conduire le plus grand chantier du siècle. Les travaux commencent le 13 avril 1667. La première pierre de ce qui va devenir le bassin de Saint-Féréol, sur les contreforts de la Montagne Noire, est posée solennellement. Il permettra le stockage des eaux de plusieurs petites rivières nécessaires à l'alimentation du canal. Le chantier emploie jusqu'à 12 000 hommes répartis en brigades. Le canal atteint une longueur de 240 km, sa largeur est de 19 mètres au miroir, c'est-à-dire à la surface de l'eau, et sa profondeur est de 2 mètres. Les terrassiers déplaceront à la main 7 millions de mètres cubes de gravats. Les écluses du canal du Midi sont facilement reconnaissables à leur forme ovoïde. À l'origine, de nombreux problèmes d'effondrement des murs ont été rencontrés à cause de la pression exercée par la terre sur les parois lorsque l'écluse était vide. Il a donc adopté la forme ovoïde qui, un peu à la manière d'une voûte, répartit la pression sur les piliers, ce qui a permis de régler le problème. De plus, cette forme a l'avantage de pouvoir accueillir plus de petites embarcations simultanément dans le sas. On dénombre de Toulouse à l'étang de Thau 328 ouvrages d'art. Outre les ponts, les aqueducs et les bassins, on percera plusieurs tunnels, 64 écluses seront bâties dont une octuple à Foncérane, à l'entrée de Béziers. Sur son parcours seront édifiés le premier grand barrage masse d'Europe ainsi que le premier pont-canal. Au passage, Riquet va même augurer de l'écologie en plantant 45 000 arbres. À l'origine, Pierre-Paul Riquet plante des arbres pour stabiliser les berges du canal, surtout là où il est en surplomb des terrains avoisinants. Au XVIIIe siècle, des mûriers sont plantés sur les berges pour l'élevage de vers à soie. Puis, avec la fin de la production de la soie en 1772, les mûriers sont remplacés par le peuplier d'Italie. À la Révolution, les plantations autour du canal représentent environ 60 000 arbres. C'est sous l'Empire qu'on commencera à planter des platanes. C'est aujourd'hui la variété dominante le long du canal.
L'épanchoir d'argent double permet de maintenir un niveau d'eau constant dans le canal et d'évacuer le surplus lié aux crues et aux orages par l'intermédiaire du déversoir situé sous les 11 voûtes de l'ouvrage. Plusieurs épanchoirs de ce type ont été construits à divers endroits du canal par Pierre-Paul Riquet. Le canal progresse. Au début de l'année 1672, on remplit la portion qui mène de Toulouse à Naurouse. Le second tronçon, Naurouse-Trèbes, ne sera achevé qu'en 1673. Les travaux avancent sur la troisième section qui court de Trèbes à l'étang de Thau. Parallèlement s'organise la construction du port de Sète. Des difficultés apparaissent vers Capestan et la colline d'Anserune, dû au relief des sites traversés. Le chemin de halage du canal est un lieu de détente très prisé des randonneurs, des cyclistes, des pêcheurs, mais aussi des adeptes inconditionnels du farniente.
Riquet se fait vieux, il est usé et souvent malade. Le 7 septembre 1680, Pierre-Paul Riquet, épuisé, tombe gravement malade et meurt le 1er octobre. Pierre-Paul Riquet n'aura donc jamais vu de ses yeux le canal relié Toulouse à l'étang de Thau. Jean Mathias, le fils aîné de Riquet, est chargé de terminer l'ouvrage. C'est chose faite au début de l'année 1681, et le 2 mai, le dernier tronçon du canal est mis en eau. La navigation peut ainsi parcourir l'ensemble de l'ouvrage. Le tourisme est important aux abords et sur le canal du Midi. Chaque année, plus de 1000 bateaux de mer effectuent également le passage de l'Atlantique à la Méditerranée.